Une fois qu'elles ont fini d'un côté, le bras, c'est automatique, hein. Quand la vache est finie, ça va se décrocher tout seul. Donc en fait les machines, c'est les machines qui s'occupent de faire. Et puis là vous avez les personnes qui sont là pour gérer le flux, je vais dire. Ouais, on les prépare un peu avant la traite, pour la mamelle qu'on va faire à l'autre bout là, avec le papier, on essuie la mamelle. Et après on branche. Alors on essaye de ne pas les préparer trop vite parce que quand on les prépare, elles lâchent leur lait, les vaches. Ah oui. Donc si on les prépare trop tôt, on fait l'action du veau en fait, quoi. On remue un peu la mamelle, donc la vache elle lâche son lait. Non, mais ils n'utilisent aucun pesticide, aucun engrais chimique, donc tout ce qu'elles mangent est bio. Donc en fait c'est la différence, ça va être le traitement de ce qui sert à nourrir les vaches avant de les faire. Voilà. D'accord, c'est ça la différence. Et comment on soigne les animaux et on essaie d'éviter les entités de tout. On a le droit d'utiliser 3 traitements à l'année par vache. On a besoin de traiter. En bio, on a très peu besoin de traiter les vaches parce qu'elles se portent naturellement mieux. Elles sont moins poussées. Ah oui. Elles sont moins poussées. Une vache, ici, elle va faire 6 000 litres de lait. En conventionnel, elle va faire 10 000. D'accord. Donc forcément, elles sont plus sensibles à 10 000 qu'à 6 000. Elles sont plus robustes. Allez, avancez. Ici, elles font leur petit tout au long de l'année. Et donc, dès qu'elles ont leur petit, le petit veau, il est envoyé à côté, il est séparé. Il y a d'autres exploitations où ils font le veau sous la mer, ou bien il y a des vaches qui sont spécifiquement mises à donner du lait au petit veau. Je pense qu'ils filent le lait dans des seaux. Elles font le lait, donc elles sont traites une fois le matin, une fois le soir. Il y a des exploitations où ils font une fois par jour, parce qu'ils en ont marre d'être aliénés au truc tous les matins, tous les soirs, tous les jours, tous les week-ends. Les paysans. Donc c'est des jeunes qui s'installent qui font des profils monotraite. Et du coup ici c'est toute l'année, ils traitent toute l'année, mais il y a d'autres fermes aussi où ils ont décidé de sevrer et de plus produire l'hiver. Suite aux élections présidentielles et législatives, on a fait un groupe d'action thématique Vive l'agroécologie. Pourquoi l'agroécologie? Parce que finalement en Centre-Bretagne, ici, notre problématique principale, ce qui nous intéresse tous dans notre groupe, c'était ça. Je fais partie du collectif des victimes de pesticides de l'Ouest. J'ai fait tous les coquelicots depuis que les coquelicots ont commencé. Parce que outre avoir choisi le thème de l'agriculture, je me suis dit si je choisis un combat, ce sera celui des pesticides. Donc en fait depuis là je fais tout. Je fais tous les coquelicots, le collectif victime des pesticides, le soutien aux personnes, aux agriculteurs victimes. Et j'ai fait la pipi glyphosate, on a fait une pisserie à Pontivy le 2 février. J'ai 3 virgules. Oh là là. Alors j'essaye de me rassurer en disant que c'est mes reins qui fonctionnent bien, mais... Bah oui voilà, on peut dire que c'est bien, ça s'élimine. J'organise du coup des pisseries là, je suis la co-Kenurs, donc coordinatrice Morbihan, pour l'organisation de toutes les pisseries en Morbihan. On est 1085 à avoir porté plainte. Moi j'ai pas encore porté plainte, mais pour l'instant on est 1085. Et on est un bon millier de personnes inscrites sur la Bretagne pour le faire. Trop bien. Et donc en plus il y en a plein qui veulent le faire qui sont pas inscrits mais ils ont pas de sous, donc on va faire des fest-noz, crêpes, voilà, pour financer et aider les gens à payer. Et donc on a voulu faire un groupe agroécologie, agro-business parce que en fait sur le territoire là on a 3 choses monstrueuses qui sont nées depuis quelques années. Il y en a déjà plein depuis longtemps. Il y avait la porcherie de Trébrivant, mais là il y a une porcherie à Prisiac, donc ça c'est côté 56 mais à la frontière entre les 3 départements.
de la porcherie de Lichouette, qui a demandé un agrandissement, donc passer de 400 cochons à 23 000 par an. À combien? 23 000. C'est de l'engraissement? Il y a les deux, du coup, c'est la production totale en fait avec les petits cochons, les cochons à engraissement. C'est un naisseur aussi? Naisseur, engraisseur, ouais. 23 000. Donc sur un Du demi-hectare. coup, ça fait combien de Sur trimestres moins, ça fait sur 3800 mètres carrés. Ça. Donc méthanisation et tout ce qui va avec. Ouais. Puis il a un plan d'épandage où il va faire 45 km avec sa tonne de lisier. Là. Il a le droit sur un plan d'épandage de faire autant de kilomètres? Je sais pas. En fait, Eau et Rivière a retoqué parce qu'ils avaient fait 2 permis de construire dissociés, puis sinon ils étaient soumis à l'IC2 et donc ils se sont fait retoquer en disant bah non, il fallait faire un seul, c'est trop grand. Donc ça a été retoqué. Donc grâce à Eau et Rivière, pour l'instant, c'est en stand-by, mais il y a quand même tout est monté. Ils ont coulé le béton, il y a même un gars de notre groupe qui a fait un peu d'intérim et qui a été monté des portiques automatiques. Et donc c'est en stand-by, mais c'est quand même toujours dans les tuyaux, quoi. Et en fait, ce qui nous chagrine le plus, c'est que Priziac, c'est un peu comme ici, c'est le château d'eau de la Bretagne, quoi. C'est les sources de Lélé, qui est la rivière, les catégories. 23 000 porcs, ça fait 900 ou 1000 trimestres, c'est ça? Ah non. Il y a 4000 truies, je crois. On regarde les chiffres. Normalement, en Bretagne, vous êtes à 23 porcelets ou 24 par an, non? Ça ressemble à ça, oui. Ouais. Donc ça fait 1000 mères, Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est monstrueux quand même. Hein. Surtout là où c'est fait, c'est les sources quoi. Qu'on va faire pisser partout. Et c'est une unité énorme pour. Il y a autant d'habitants sur l'ensemble de la communauté de communes que sur les 3000 m², quoi, de cochons, quoi. Il y a toujours plus de cochons que d'habitants. Et les cochonniers, c'est des projets qui sont plus viables. Qui sont plus viables pour qui? Pour l'environnement ou pour les cochonniers? Les cochonniers, c'est de la manœuvre, donc... Ils sont en intégration totale? Oui. Il y a même, maintenant, c'est financé carrément par les gros groupes. C'est ça, ouais. Après, les compagnies. Socopa. Même en vache laitière, maintenant, ils commencent à... Ils intègrent en vache laitière? Normal. Moi, je trouve que quand même le capitalisme a inventé ça. Ils ont toujours une ressource énorme, quoi. Tu vois ce que c'est l'intégration? Mais non, justement, je pose la pardon. question. Alors, C'est c'est le coup de génie, c'est que tous les risques et le travail sont pris par l'agriculteur, les risques financiers, les risques de perte de cheptel, etc. Plus le travail sans compter les heures. Et tous les bénéfices sont pris par l'intégrateur, c'est-à-dire celui qui impose tout, les normes de bâtiment, l'aliment que tu vas devoir utiliser, la race, et puis qui vient récupérer ton lait, puis qui en plus, alors bon là en l'occurrence pour le lait, je savais pas que ça se faisait, mais pour les porcelets, ils t'imposent la race de porc, même la lignée, comment tu dois le faire, et ils t'amènent l'aliment. Et puis voilà, toi t'as qu'à faire les gestes qu'on te dit de faire, t'as même pas trop d'autonomie technique et à la fin ils viennent récupérer tes bêtes et puis alors évidemment dès qu'ils peuvent déclasser ils déclassent, hein. Si t'as un poil de travers, hop c'est tant de centimes de moins le kilo, et puis après tu te retrouves dans ton bâtiment avec des bêtes qui veulent pas en faire parce qu'ils en veulent pas du tout, et puis quand ils t'ont mis sur la paille, il y en a qui arrivent à s'en sortir avec ce système, et puis d'autres moins. Et quand ils t'ont mis sur la paille, après ils arrivent même à racheter ta ferme pour une bouchée de pain. Et là du coup c'est... C'est du génie. Ah ouais. Non mais je veux dire, vous imaginez, c'est du génie. Du génie du mal, mais c'est quand même du génie. Parce que il fallait y penser hein, quand même, que d'arriver à faire prendre des risques à ton esclave. Et, parce que c'est de ce niveau-là quand même. Hein. Enfin pour moi. Le pire c'est qu'on a des exemples à l'étranger, quoi. On a le Danemark qui dit qu'en fait les paysans ils remboursent les intérêts tous les ans, et quand ils arrivent à la retraite, le capital il part et du coup ils n'ont plus rien. Quoi. Ils n'ont plus rien pour leur retraite non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous regardez bien, en fait, par rapport à la pression capitaliste, l'ennemi est presque toujours le même. L'ennemi, c'est le salariat. Oui. C'est-à-dire que, et l'objectif, secteur par secteur, c'est d'avoir l'ouvrier payé à la tâche. Parce que ce que tu viens de décrire, si tu regardes bien... C'est plus de la main d'œuvre, on va dire. Non, c'est pas que le statut. C'est pas qu'une histoire d'argent, vraiment. C'est ça qui me frappe, moi, c'est que manifestement le but du jeu, c'est d'arriver à tu disais à l'instant, le risque
Ah oui, oui, c'est- repose Ah oui, c'est entièrement incroyable. Ça, c'est sur la incroyable. personne qui produit l'essentiel du travail. C'est incroyable. Alors que ce qui crée la richesse qui est captée et vendue derrière, c'est bien le travail du mec ou de la nana, tu vois. Et moi, ce qui me frappe, Qui c'est respire de ça. l'ammoniac à longueur de journée. Hein Et qui respire de l'ammoniac à longueur de journée. Voilà, t'as ça, Les conditions de travail sont formidables. Ah ouais, c'est La Les moindre autres- blessure, c'est les c'est une livreurs, infection. les livreurs ubérisés, c'est même système en auto-entrepreneur, même système, etc. Et c'est très frappant de voir qu'à chaque fois, le but c'est de revenir à l'ouvrier payé à la tâche. Tu disais tout à l'heure, voilà, tu produis Ah, ton là, il est truc et même- puis on te on le sait paye, même- on sait etc. même pas s'il etc. est payé à être- ouais. Pas de droit, pas de protection sociale Ouais, à minima, assurée par. à minima, Non, mais pas de ouais. protection sociale assurée par le Ah bah commanditaire. non, bah non. Tu vois? C'est nous, ouais. C'est nous et aller à minima, ouais. Parce que comme on n'a pas les moyens de se payer une vraie protection sociale, bah, du coup la MSA, Pareil pour la retraite. C'est t'as une ça. retraite à minima, t'as pas C'est d'arrêt sur- maladie. C'est sur tes épaules en tant que, Ouais. que producteur à la base que va reposer la charge de la protection sociale alors qu'elle devrait porter Ouais. sur la marge de l'étape de l'intégration. Tu sais ce qu'ils ont fait Vous voyez, quand, c'est toujours la même histoire. dans les C'est volailles, l'auto-entrepreneur, c'est pareil. dans les volailles, Bah, quand ils ont arrêté les aides à l'export, ils ont été prévenus à l'avance. 10 ans à l'avance, ils ont été prévenus que les aides à l'export allaient s'arrêter, qu'il fallait les intégrateurs, donc les indus en fait. Et ce qu'on dit intégrateurs, c'est gentil, en fait c'est des gros indus exploiteurs. Et donc, évidemment, jusqu'au dernier moment, ils n'ont rien fait. Ils se sont engagés. Ils ont un peu réussi à repousser, puis à un moment donné, à force de repousser, on a dit non, allez, stop, on repousse plus. Alors là, ça n'a pas été compliqué en fait. Ils ont fait payer, au lieu de toucher l'aide à l'export de l'État, ils l'ont touché des agriculteurs. Ils ont prélevé sur le peu qu'ils leur donnaient, ils ont prélevé en plus l'équivalent de l'aide à l'export. C'est dingue, ouais, ça me semble mais incroyable. Ce qui me semble incroyable, c'est qu'il n'y ait pas plus de révolte, quoi. Mais en fait, ils les tiennent tellement. Bah oui, sur les mais- Financièrement aussi. Bah oui. Ouais, mais pour tout. Alors c'est plus insidieux que financièrement. Moi je connais mieux l'intégration sur la volaille et c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, ils arrivent avec les sacs d'aliments et les petits poussins, par exemple, pour élever des poulets. Et puis si jamais, je sais pas. Si jamais tu dis quelque chose, mais même poliment, juste une question qui leur plaît pas, et du coup après, au lieu de venir chercher tes poulets à 40 jours, ils viennent à 43. Et si c'est en plein été et que t'as pas les extracteurs hyper performants, et même si tu les as, d'abord ça bouffe pendant 3 jours de plus, ça veut dire que ça te met dedans financièrement, parce que la marge elle est ridicule en fait. C'est du poulet de très très basse Ils jouent avec qualité. des joints. Et ouais, et en plus après, ça t'a décalé de 3 jours, donc ton vide sanitaire, il va décaler la bande suivante. La couveuse qui fait naître les poussins, il n'aura peut-être pas les poussins du coup le jour où toi ton poulailler il pourra être mis pour être rempli quoi. Et tu peux perdre plusieurs semaines comme ça, et si tu perds plusieurs semaines, tu as perdu ton bénéfice de l'année. Vraiment. J'ai un copain qui avait, il y a 2-3 ans de ça, il avait fait un article dans un journal pour dénoncer les antibiotiques dans l'aliment cochon. Ah oui, ouais. Ouais, il faisait de l'engraissement. Ah oui. Les lots qu'il a eu après, Mais ouais. catastrophe. Ah ouais, C'est- il a été puni quoi. Ah oui, oui, oui. Notre deuxième super projet du Craze Braze, c'est l'usine de poudre de lait Sinutra. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est quoi Ouais, hein, c'est un bon sujet ça. C'est à Carhaix. Ah mais oui, à Carré, les Chinois. Là, c'est Ah oui, c'est vrai, c'est très bien. Alors qu'on est où? Parce que au début c'était merveilleux, tout le monde était ravi. C'est merveilleux, ça va créer de l'emploi. Ils sont au Nasdaq et ça s'est coté en bourse. Donc pourquoi ils ont construit une usine de poudre de lait la plus grande d'Europe en centre-Bretagne, et qu'ils ont décaissé une colline, et que pendant des semaines et des semaines, il y a des camions qui ont déblayé la terre, et nuit et jour, pas nuit et jour, mais il n'y avait pas de pause à midi en tout cas, pour construire un espèce de gros tas d'inox et des tours de séchage. C'était pour spéculer sur le lait. Enfin moi je vois pas, j'ai jamais vu écrit noir sur blanc, les Chinois ont fait ça pour spéculer sur le lait, mais je vois pas pourquoi ils l'ont fait autrement. Et donc là le dernier épisode, c'est que Sodial a racheté une part de Sinutra, 50%, c'est ça. Ouais. 50%. Pour se faire payer, tout simplement, parce que Ah ouais, alors- les Nutra ne payaient pas le lait. C'est quoi. ça, il y avait Ouais, 38 voilà. millions d'euros d'impayés de la part de Sinutra. Donc en fait le lait est collecté dans les fermes comme ici. Sinutra, c'est la boîte chinoise. Ouais. Voilà, Ah, ok. c'est la boîte chinoise qui s'est implantée. Ils ont fait la même chose en Normandie. Ouais. Ah ils avaient déjà fait la même chose en Oui, Normandie ils le font avant. un peu partout. Ils le font un peu partout. Parce que c'est je des sais- mauvais payeurs. Et je veux pas avoir mauvais esprit, mais à un moment donné ils ont eu des aides publiques. Ah oui, bien sûr. Oui, et puis la complaisance du maire le de maire Ah oui, ah bah, Carhaix, ça- Guadec. Tout content. Et donc ils n'ont jamais eu le nombre de litres de lait qu'ils avaient prévu initialement.
J'ai été à plusieurs réunions à la CGT à Carhaix où les salariés dénonçaient leurs conditions de travail, où c'était le chef du chef qui décidait. Il y a eu des accidents où les personnes n'avaient pas de masque, ils auraient dû être envoyés, enfin les pompiers auraient dû venir tout de suite, ils l'ont foutu sous la douche alors qu'il ne fallait pas du tout faire ça. Les pompiers, quand ils sont arrivés sur site, ils ont été bloqués, ils sont intervenus trop longtemps après. Bon, il y avait eu même un mort sur le chantier d'ailleurs. Ouais, parce que même le chantier était illégal en fait. Ils n'ont pas respecté le permis de construire, ils ont fait l'usine plus grande. Il y avait eu l'histoire un peu avant l'ouverture, où en fait le préfet il avait mis l'eau là quoi. Parce que les pompiers s'étaient plaints quoi. Ils n'avaient pas respecté les plans, ils avaient fait une usine beaucoup plus grande, ce qui fait que s'il y avait l'incendie, les pompiers n'avaient même pas le temps de sortir Et on les camions des laissé quinzaines. faire une... Voilà, ça a été arrangé, on ne sait pas comment. Mais, et même les entrepreneurs voilà, les locaux emplois, ou bretons qui ont travaillé à la construction, ils se sont dit mais on est en flux tendu, on a fait des devis, ils nous demandent plus. Du coup c'est pas du tout un chantier sur lequel ils ont fait des bénéfices quoi. Donc d'une ils ont décaissé à coups de pétrole une colline, ils ont un tas d'inox, les conditions de travail sont déplorables. Et là, donc le lait, au final, il y a 38 millions d'impayés, c'est ça, de la part de Sinutra. Et donc c'est racheté par Sodial. Donc là, on se retrouve avec une usine de poudre de lait en centre-Bretagne. Moi, quand j'ai vu, Sodial, moi j'ai pesté à chaque fois que je passais devant, parce que je me suis dit, ça veut dire quoi, à part continuer à avoir du maïs encore dans tous les champs autour de nous, avoir encore du soja OGM qui arrive d'Amérique du Sud via les ports bretons. On va encore faire du maïs et du soja, et faire pisser du lait aux vaches pour exporter en Chine de la poudre de lait. Mais alors du coup... Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi on fait ça, s'il vous plaît? Donc le troisième truc qu'on a sur notre territoire et qui est formidable, et c'est juste au nord du bassin versant de la réserve naturelle où je travaille, c'est la plus grande base de stockage de produits phytosanitaires de l'ouest de la France. Ça c'est où? C'est à Glomel, c'est au nord de la commune de Glomel. Donc ça c'est dans le 22, l'usine des Chinois c'est dans le 29 et Prisac c'est dans le 56. Parce qu'on a tous les trois départements. En fait c'est notre territoire, on n'arrête pas de naviguer entre les trois départements. Donc Triskalia qui est quand même une pieuvre tentaculaire sur toute la Bretagne, c'est quand même une coopérative qui est reconnue d'économie sociale et solidaire. Parce que c'est formidable, en fait, ils sont implantés dans toutes les communes, Guillenay-sur-Scorff au plus près d'ici, partout. Dès qu'on a besoin d'une pelle, d'une brouette, de bottes, de tout ce que vous voulez, fil pour les clôtures, on va chez Triskalia parce qu'il y en a juste à côté, il y en a partout. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils sont d'économie sociale et solidaire. Mais ils font 50% de leur chiffre d'affaires en vendant des pesticides. Donc ils ont toute une section où la nature c'est notre métier, dans les petits magasins on peut acheter un hortensia, tout ce que vous voulez quoi, tout ce qui est pratico-pratique en milieu rural. Mais du coup leur chiffre d'affaires c'est sur les pesticides quoi. Et donc là à Glomel c'est la plateforme de stockage des produits phyto où il y a eu plein d'incidents. Voilà. Donc ça c'est nos trois gros sujets. Après on peut continuer la liste mais elle est tellement longue entre la porcherie de Trégouvent, le poulailler à double étage de Glomel, construit au bord du canal Nantes-à-Brest. Voilà, il y en a plein des exemples d'agro-industrie qui s'implantent comme ça. C'est une exploitation où il y a 55 vaches, 96 hectares. Donc ouais, c'est bon. 96 hectares, il y a 6-8 hectares de maïs. Même pas, 4-5. C'est quoi, c'est du maïs en silage ou du... En complément au cas où. C'est vrai que sinon, donc c'est des vaches qui ne font que brouter, parce que les vaches ça mange de l'herbe. Parce qu'il faut le dire, ça mange de l'herbe. Et donc tu as 10-12 hectares de zone humide dans les forêts. Oui, avec une flore particulière. Ouais, on pourra aller voir si on y arrive. Les vaches de mars à décembre, elles sont dans les champs. Et elles sont complémentées en foin dès qu'il y a besoin. Donc le foin démarre en général en septembre, il monte crescendo jusqu'en décembre pour avoir une ration complète de décembre à mars. Et l'hiver complémenté avec un petit peu de maïs. Du coup tu fais 2 fauches par an. On fauche. Quand ça pousse. Disons qu'ici on tourne beaucoup puisque tout est pratiquement accessible aux bovins. Donc les fauches se font naturellement. Et il y a une particularité, c'est que c'est pas des rounes, c'est un... Du coup c'est fauché, endéné. Mi-séché au champ et fini de sécher dans le bâtiment.
juste fané, mis en andin et ramassé avec une autochargeuse. Tu fais comme ça aussi, ouais. Oui. Du coup, c'est une autochargeuse, c'est une grosse remorque. À l'avant de la remorque, ça ramasse et du coup, ça ramasse l'herbe en vrac. Et c'est mis à sécher dans des séchoirs. Et donc, c'est vache. Là, toute la grosse cellule là. Ah oui, d'accord, ok. Là-dedans, il y a du foin. Ça, c'est une stabilisation. Et là, du coup, si c'est séparé dans les loquettes, c'est pour qu'elles puissent déféquer dans le caniveau et c'est pour que ça soit plus facile à entretenir, on va dire, enfin, à gérer. Ah ouais. Oui, on est obligé de les rationner l'hiver. Ça sent super bon. Hein. Je vais faire une démo quand même, je tiens trop. Ah bon, bah. Non, mais voilà. C'est vachement pratique quand même. Tu te fais pas le dos. J'ai une question concernant les normes qu'on vous demande d'appliquer, que ce soit la région, l'Union européenne, ceci, cela. Est-ce que, pour l'essentiel, ce sont des normes qui vous donnent des objectifs à atteindre en termes de résultats? Il faut que vous ayez atteint tel ou tel résultat dans ce que vous produisez. Ou est-ce que ce sont surtout des normes qui vous imposent un processus de production bien particulier? Ce qui n'est pas la même chose, vous voyez. Dans un cas, on va vous imposer un certain résultat pour que vous soyez dans les clous. Dans l'autre, on uniformise et on standardise la façon dont on produit. Et je voulais savoir, c'est surtout quoi? Nous, on n'est pas trop concernés. Vous n'êtes pas trop concerné? Parce qu'on est en bio. Ouais. Donc, du coup, les normes, c'est surtout, en Bretagne, c'est surtout l'azote, quoi. Il ne faut pas dépasser 170 kg l'hectare. En bio, on est à moins de 100. Oui, donc on n'est pas concerné. D'accord. Surtout qu'on ne met pas d'engrais chimiques. Donc, Oui, donc oui. on a que nos lisiers et nos fumiers sur nos terres. Et la coopérative qui distribue s'appelle Biolay, c'est ça? Ça, c'est qui ramasse. Qui ramasse. Et ensuite, c'est distribué par qui? Alors là, Ça, c'est plein de monde. Ouais, c'est ça. On a une centaine de clients. D'accord, ok. Système U, on a un accord pas mal avec eux. On a un accord tripartite. Ok. On sait combien ils gagnent, on sait combien gagne le transformateur. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais. On a ça avec Biocob aussi, c'est la même chose. Et autrement, on a plein de clients. On a le GAL, la Quimper. C'est vraiment, j'ai vu qu'il y a une coopérative laitière qui a voulu transformer eux-mêmes leur C'est lait. pas une coopérative, hein, de lait. C'est quoi du coup? C'est un groupement de producteurs. D'accord, ok. Pas pareil. Que la Parce que différence? nous, on ne fait pas de transformation, rien. On collecte Oui, le c'est lait ça, et voilà, on ouais, vend. ouais, c'est ça la différence. Ouais. La partie ici a été construite en 2009, ce choix. Donc on a bénéficié d'aide de l'Europe quand même. Et là-bas aussi, pour cette année. Là, il y a installation en plus. C'est vrai que c'est installé en 2009 et sa femme cette année, l'année dernière. Et quand il y a des JA, on a un peu plus d'aide en plus. C'est pas négligeable. Là-bas, on a eu, ici on a eu 24 000 € et là-bas 46 000. Un bon 30% là-bas et ici c'était un petit 20%. Voilà. Le problème pour supprimer les aides, il faudrait augmenter nos prix de vente. Bah, Finalement, ouais, le prix de c'est vente, c'est le consommateur qui est pas content. Pas forcément, ça dépend combien prennent les intermédiaires. Ouais. Ah oui. C'est pas facile d'augmenter les prix. Ah bah, Ah bah non, c'est pas vous qui pouvez le faire, ça peut être que la loi, vous n'êtes pas en position de l'imposer. Donc en face, on a des clients qui ne veulent pas. Bah oui, c'est ça. Donc c'est la loi. Si le client veut pas, il n'y a plus que la loi. On est en plein dans l'offre et la demande. Nous, cette année, il y a eu pas mal de conversions il y a 2 ans. Ils arrivent tous à produire cette année. Cette année, on a un peu trop de lait. Bon, ils nous voient venir, hein, vous avez trop de lait, il faut baisser. ouais, bah, c'est ça. Et on ne veut pas baisser, donc on préfère faire. Cette année, le gouvernement a dit, bon, ben, comme on a trop de lait, tout le monde moins 5%. On a moins 5% à produire cette année. Mais pour essayer de garder le prix. Quoi. Ouais. On préfère faire moins et garder le prix. Il y a plusieurs agriculteurs, même conventionnels, qui ont eu marre de jeter leur lait au caniveau. Ils ont monté des petites laiteries, fromage, yaourt, ils font des transports.
transformer la ferme. Il y a quand même une multitude d'exemples en Il y a aussi un Centre-Bretagne. truc de 60 producteurs qui s'étaient réunis pour faire un truc qui s'appelle l'éthique. L'éthique. Ça, vous avez entendu parler? Là, ils ont chié. Ouais, c'est pas évident. Ils ont pas eu leur subvention et Des tout. en autres. plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout pas ça. Quand Ouais. un Surtout système pas est de- tenu, de- il est des bâtons dans payé, Ça ressemble à un problème de cartel, ce que j'entends. Non. Mais c'est C'est ça, c'est la même. un petit peu. On voit pas. Prends-le entre tes doigts comme ça. Mais c'est de la Et, ciboulette. et ça. tu remontes et tu pinces comme ça. Ouais. Tu vas sentir quelque chose se passer. Bouffe pas et du coup elle a tendance à s'amplifier quand c'est pâturé, il y en a plein. Il y a moins à manger pour les bovins. Ah, il y a même 8 espèces de joncs en Bretagne, monsieur. Il y a le jonc diffus et le jonc acutiflore, le Joncus acutiflorus, qui du coup se développe plus facilement quand c'est broyé après avoir pâturé pour laisser la place. C'est pas celui-là. Il y a des cloisons dedans. Il est plus appétant pour les vaches, alors que le jonc diffus est pas consommé par les vaches. On gère le pâturage à la bonne période, faut pas les mettre en hiver, sinon ça casse, ça piétine, et puis du coup il y a que du jonc diffus. Il n'y a plus rien à manger après quoi. Alors que si on les met à la bonne période de l'année, quand ça y est c'est un peu plus sec, donc plutôt en été, et qu'on les sort avant qu'il commence à bien pleuvoir en octobre là, et qu'après qu'elles aient pâturé, on fait un coup de broyeur pour broyer tout ce qu'elles n'ont pas mangé, et ben l'année suivante on a plus de l'air, on a plus des choses sympas à manger pour les vaches. Donc la gestion des pâtures en zone humide du coup c'est plus technique que... On voit la partie qui a été coupée Ah ouais. et celle qui n'a pas été fauchée. Bah oui. Alors, et ça n'a pas été fauché parce que Parce que tu comprends. c'est trop humide. C'est ça. En fait, il nous faudrait des outils adaptés qui avec des tracteurs moins lourds ou même du coup une dameuse à neige. Super dameuse à neige. Parce qu'en fait, moi, je suis gestionnaire d'une réserve naturelle régionale à Glomel, Centre-Bretagne. Moi, je suis en congé parental, ça fait 1 an et demi que j'ai pas travaillé. Je vais recommencer incessamment sous peu. Enfin si, en fait, elle travaille. Ouais. Parce qu'elle est en congé parental. Merci Thomas. C'est vrai. Je t'en prie. Et donc il y a 120 hectares de zone humide, c'est des landes qui donc c'est l'habitat naturel de la Bretagne par excellence, et c'était surtout le pilier économique de l'agriculture bretonne aussi pendant de nombreuses années parce qu'on faisait la litière avec. Et du coup c'est très riche en carbone parce que c'est de la bruyère, c'est de l'ajonc, et mélangé à l'urine et puis la bouse, ça fait donc un rapport carbone-azote qui était top. Ils faisaient des composts et ils amendaient les parcelles qui étaient plus chaudes et portantes. Donc ils allaient chercher la matière dans les landes, dans les zones humides pour faire de la litière, et ensuite pour amender les parcelles chaudes et portantes quoi. Et donc pendant des centaines d'années finalement on a entretenu ça à la main, à faucher, ou à aller mettre les bêtes l'été à pâturer là-dedans. Sauf que du coup depuis que l'agriculture a complètement changé de modèle dans les années, du coup on va dire 60-70 avec le remembrement, tout ça, c'est des zones qui ont été plutôt abandonnées. Enfin du coup ici elles sont pas abandonnées, on continue à pâturer, du coup c'est juste à côté de la stabulation. Du coup c'est plutôt intéressant de les garder parce qu'il y a toute une richesse floristique et faunistique liée à la présence de ces zones humides qui sont épâturées et fauchées. Donc en fait moi mon travail sur les 120 hectares c'est que je fais ce que les paysans faisaient pendant des centaines d'années et qu'ils font plus, puisque on garde que les parcelles qui sont bonnes et puis les autres on les laisse en friche quoi. J'ai une question. Oui monsieur. Si on passe à une agriculture qui renoue avec les méthodes d'avant le grand virage intensif des années 60-70, est-ce qu'on arrive quand même à produire suffisamment de bouffe pour tout le monde? Non mais on dit. C'est une question, c'est une question. Mais ouais c'est ça, Non, si mais- on peut nourrir 12 milliards. Je pose la question simplement parce que c'est un argument qui est fréquemment objecté par Ah, les mais si, tenants c'est d'une clair. agriculture productiviste, qui est de dire mais on est obligé de faire comme ça avec les engrais chimiques
contre les pesticides et tout le Moi, ce que tralala, je dis souvent, parce c'est que que sinon on n'aura pas assez de bouffe pour nourrir tout le monde. on Je peut pose faire de une question, est-ce que l'agroécologie c'est vrai? intensivement, déjà où on maintenant. produit plus sur 1 hectare que sur 10 hectares actuellement, comme ça, avec des monocultures. Non mais déjà maintenant sans... Ah ouais. Ouais. Non, mais j'écoute. Mais c'est de la du coup, c'est de la polyculture, quoi. C'est-à-dire qu'après, on vient pas non plus complexe, ramasser hein. avec des engins, avec des grosses moissonneuses. Donc il y a plus de main-d'œuvre à payer. Il y a plus de main-d'œuvre. Puis ils oublient de dire D'accord. que... Donc on Ouais. peut donner autant à bouffer aux gens avec ce nouveau système. Ouais. Mais non, En mais- revanche, il y a Moi, plus je suis de juste main-d'œuvre à que boutiste rémunérer. et je dirais même qu'on pourrait Non, la mais il y a donner gratuitement. non, la mais déjà compétence. maintenant, non, mais Thomas, ça revient déjà... au même, les tracteurs faut les construire. Non mais, Oui, non, mais déjà maintenant, les 3/4 de la planète sont nourris par des paysans avec une houe, des mauvaises semences, Oui, c'est vrai. des mauvaises lignées d'animaux et un lopin de terre minable. Donc, voilà quoi, donc les 3/4 de l'humanité sont déjà nourris avec, comme ça. Et notre agriculture productiviste, elle n'est pas faite pour nourrir l'humanité, elle est faite pour faire de l'export, pour jouer sur les cours, c'est pas du tout... Puis ceux qui disent ça, quand ils font du maïs pour faire du lait, ils oublient de dire que pour nourrir leur vache au maïs, ils sont obligés d'apporter pour un hectare de maïs, il faut un hectare de soja produit au Brésil. Voilà, et c'est pour un c'est comme hectare. c'est lié. Mais complètement, et que pour un hectare de maïs, il faut je sais pas combien d'unités d'azote on est, et chaque unité d'azote c'est des litres c'est de l'azote artificiel bien sûr de synthèse, des ammonitrates de synthèse, et il faut une quantité incroyable de pétrole pour les produire dans les usines. Tout ça, ça n'a aucun sens. Énergétiquement, ça n'a aucun sens. Au niveau de l'occupation du territoire, ça n'a aucun sens. Au niveau écologique, ça n'a aucun Je pense sens. que tu vas Tout ça donner n'a le mot aucun vert. sens.